Sohail Ayari rapidement. Ouais, on va essayer. On s'y risque avec cette Ligier, donc piloté par Sohail qui va se préparer. Un petit mot rapide, Sohail, rapide avant de se préparer. Comment tu te sens avant le départ? Super bien. Ça va très très bien. On monte dans des voitures fantastiques. Il y a une ambiance incroyable, que des passionnés, c'est génial. Eh bien, on va suivre cette Ligier. Merci beaucoup, Sohail Ayari. Il fait partie de ces pilotes de légende, hein, Igor, qui sont là sur cette grille. C'est rien de le dire. Et puis en plus, qui vient régulièrement en découdre. L'année dernière, ça n'avait pas été simple. La voiture n'avait pas marché aussi bien qu'il l'aurait souhaité. Et là, pour le coup, eh bien, il est remonté comme une pendule, comme on dit. Donc, on va avoir effectivement, alors que le manager de la voiture 27 est attendu après oui, il a dû y avoir un petit problème. C'est Mark Hazel, le pilote britannique, qui va devoir se rendre auprès des autorités pour la suite de la course. Voilà, petit problème peut-être de collection pour les temps, ça arrive souvent. Voilà, sur ces voitures de collection. Jimmy Constable, Eric Hellary, évidemment, c'est le duel qu'on va attendre avec impatience, avec cette découverte de la Formule 1 à 51 ans pour Eric Hellary. Quel bonheur sur cette voiture numéro 14. La 14 est pilotée par le Français Eric Hellary, mesdames, messieurs. Dans quelques instants, vous allez vivre un moment assez incroyable. Il y a également d'autres pilotes français, la 26, évidemment, vous l'avez vu tout à l'heure, avec mes amis qui étaient sur la grille, Anthony et Igor, qui vous ont présenté Sohail Ayari et qui vous ont parlé avec Jean-Pierre Jarrier de la voiture qui était la même, de la même écurie et qu'il pilotait. Lui avait la 25 et son coéquipier avait la 26. Et bien c'est la 26 qui est sur la grille de départ avec Sohail Ayari au volant. Vous allez avoir également, évidemment, je vous le disais, Patrick Dobreby, le propriétaire du circuit de Croix-en-Ternois, qui nous attend tous le 10 septembre, tous les septembre, pour un grand événement sur les 50 ans de ce circuit de Croix-en-Ternois, là-bas dans le nord, qui va devenir un grand circuit, c'est sûr. Patrick a tout fait, en tout cas, pour Cristal de Vienne. Et puis Laurent Valéry Masson sur la 22, qui sera la bagarre avec la 62, bien évidemment. Son ami italien, Rossi di Montellara. On va avoir donc on va voir plusieurs duels. On va voir plusieurs duels, tout simplement, avec la 115 de Mathieu Château, avec Patrick Dobreby. On va avoir également Laurent Valéry Masson, Rossi di Montellara. Et puis, bien sûr, devant la 99 et la 14, Jimmy Constable. Est-ce que Eric Hellary va pouvoir garder le contact? En tout cas, les voitures sont actuellement dans leur tour en formation. Anthony, ça va partir avec ce bruit merveilleux. Et ce que nous, on souhaite évidemment, c'est qu'Eric puisse garder le contact avec l'homme de tête. Ah bah évidemment, on espère une Marseillaise, hein, avec Eric Hellary qui va se battre, on l'a dit tout à l'heure, Igor, avec son adversaire britannique, Jamie Constable, un pilote extrêmement expérimenté dans ses courses de Formule 1 légendaires, avec donc cette Tyrrell aux couleurs bien connues, les couleurs vertes qui étaient portées par le regretté italien Michele Alboreto. Effectivement, alors que le départ va être lancé sur ces épreuves-là, pour des raisons de sécurité, on préfère lancer les pilotes plutôt que de les laisser sur cette grille. Et donc, le départ va être donné dans quelques instants. C'est parti. Et bien voilà, c'est parti. Impressionnant, 11 tours à parcourir et au départ, ça ne s'est pas passé idéalement pour Eric Hellary avec cette Ensign. Ça a été peut-être compliqué, le passage de vitesse aussi. On rappelle que ce ne sont pas des véhicules qui ont des boîtes de vitesse au volant, hein, séquentielles. Ah, ça va pas fort pour Eric Hellary malheureusement avec cette Ensign. Il a perdu une dizaine de places. Ah voilà, c'est plié. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est un problème au niveau de la transmission, non, à voir en tout cas. Peut-être la boîte, oui. C'est toujours difficile aussi, hein, messieurs, cette gestion en fait de boîte en H, hein, ça change énormément, et là il est en train de reprendre ses marques, Eric Hellary, juste derrière la Williams, donc pilotée je crois par Mathieu Château. Voilà, c'est la première course pour ces légendes des années 70 et 80. On vous le rappelle encore une fois, des Formule 1 plutôt en tête actuellement, et puis derrière des Formule 2, avec le 4 cylindres, soit le 4 cylindres Ford, soit le 4 cylindres BMW. Et les Formule 1, elles sont toutes mues par le fameux V8 Cosworth DFV, et qui, ma foi, eh bien, a l'air de plutôt bien se passer
Et Laurent Valéry Masson est bien On aussi. cherche, oui, c'est ce que j'étais en train de regarder, d'essayer de retrouver où était Laurent Valéry Il est Masson. là, sur l'image en tout cas, si vous êtes branché sur vos téléphones, c'est la Formule 2 couleur bleue, numéro 22, Laurent Valéry Masson. C'est lui le leader de la catégorie F2 pour l'instant. On va attendre justement le premier passage sur la ligne pour savoir le chrono et surtout la hiérarchie. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'un Britannique est en tête avec cette voiture numéro 99, Jamie Constable, suivi de près par Christophe Dansembourg. Et un Mathieu Château qui a fait un temps canon dans le secteur 2, hein, sur la voiture 115. Alors pourquoi? Parce qu'il est poursuivi par Eric Hellary. Donc il doit absolument accélérer pour garder derrière lui l'Enzyme de 1980. Alors attention, fin du premier tour. C'est parti pour 11 tours, je vous rappelle. Et alors le phénomène d'aspiration est important évidemment sur le circuit Paul Ricard. Eh bien, on va le voir. Michael Cantillon en deuxième position sur la Williams numéro 7. Il n'y a que 2 dixièmes d'écart entre les deux hommes pour l'instant. Après le premier tour, Mathieu Château, 3e. Christophe Dansembourg, 4e. Matthew Riley en 5e place devant le français Soheil Ayari sur la Ligier numéro 26. Alors Eric Hellary évidemment est en train de remonter, mais c'est vrai qu'il y a eu un problème au départ, problème de bonne de vitesse certainement. Toujours est-il que là il est en train de refaire une partie de son retard. Et incontestablement, il va remonter dans la hiérarchie. Nous en sommes certains, alors que la 31 a été pris par la patrouille, par les commissaires et sous investigation pour non-respect de la ligne de course important. Que nous avons effectivement le groupe de Formule 2, Laurent Valéry Masson, Rossi Montellara et Brian Morris qui sont effectivement ensemble dans cet ordre pour les Formule 2. Et nous avons une remontée actuellement également avec d'excellents temps de la voiture de Matthew Ridley, oui, qui fait d'excellents temps. Alors lui il fait un excellent temps et c'est surtout la voiture bleue que vous pouvez apercevoir sur les images si vous vous branchez, je vous le rappelle, sur gpfh.fr sur la rubrique donc événements expérience spectateur. Eh bien, vous avez le live YouTube et vous pouvez voir que la Ligier bien emmenée par Soheil Ayari est en train de revenir en 6e position, tandis que devant les deux Britanniques, ils sont habitués de ces courses de légende de Formule 1. Jamie Constable et Michael Cantillon sont vraiment au coude à coude. Voilà, Jamie Constable, il faut savoir que c'est un pilote britannique qui a une carrière réelle depuis 2005. Il a commencé avec les Caterham en Eurocup et ensuite il s'est tout de suite dirigé vers les Masters Historic Formula One où il a fini 3e du championnat en 2020. Il a également participé à nombreuses reprises aux grandes épreuves et notamment le Grand Prix de Monaco historique dans cette série E réservée aux Formule 1 3 litres entre 66 et 72. Alors que là, regardez sur la piste, eh bien, la bagarre fait rage et Cantillon, le numéro 7, eh bien, vient de prendre la place qui était celle du poleman avec le numéro 99. Changement de leader. Et changement de leader avec, il se passait 2 fronts quasiment au bout de la ligne droite des stands et maintenant effectivement. Et c'est la Williams qui a pris le meilleur, la Williams FW07C de 1981. Ah voilà, malheureusement, regardez cette image, elle nous fait pas plaisir du tout. Oui. Là là, l'image que l'on a sur la chaîne YouTube, on le rappelle, et que vous avez si vous êtes dans la tribune devant les stands et si vous êtes sur les terrasses, eh bien c'est malheureusement le pauvre Eric Hellary qui doit mettre pied à terre pour cette première course du week-end. On compte sur son équipe pour réparer évidemment cette Enzyme de 1981 qui sera placé aux avant-postes de la deuxième course. Et apparemment Mathieu Château et la voiture 115 également. Ah oui, tout à fait. Apparemment. La voiture numéro 115, en effet. Cette voiture de Mathieu Château, qui est une belle auto également et qui malheureusement va devoir aussi abandonner. Mauvais temps pour nos deux Français là, qui ont finalement dû mettre pied à terre après 2 tours seulement. Les 2 premiers tours qui sont emmenés vraiment tambour battant par Michael Cantillon et Jamie Constable. Et le duel en Formule 2, prévu avec le duel Laurent Valéry Masson et Manfredo Rossi di Montellara qui effectivement vient de passer Laurent Valéry Masson. On a un très joli mano à mano entre la 62 et la 22. Les 2 pilotes de Formule 2, les 2 garçons qui se connaissent fort bien, 2 grands collectionneurs. Et bien effectivement là on a eu un petit changement de leader dans les Formule 2. Voilà, alors que Michael Cantillon, le numéro 7, qui est donc pour l'instant en tête au niveau de la Formule 1. Il faut savoir que c'est un garçon qui connaît très bien son affaire lui aussi. Il a été 3e au championnat en 2018.
Et puis il a surtout remporté le championnat des Masters historiques Formula One en 2020. Donc c'est un client plus que sérieux. Participé bien entendu au Grand Prix de Monaco. Il a fini 2e en 2021. Et également 2e place pour Michael Cantillon, le numéro 7, donc toujours à Monaco en 2022. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît très très bien cette voiture. Et ma foi, on se régale. On est en train de regarder également la performance de la numéro 26. Et oui, Soheya Yari, 5e, qui vient de dépasser Guillaume Roman et qui va s'attaquer tout simplement à la petite voiture de son adversaire Matthew Riley. Matthew Riley sur la Penske moteur 3 litres de 1975. Et oui, Penske, si vous êtes passionné des courses américaines, des courses d'IndyCar, des courses même de NASCAR, eh bien vous connaissez évidemment son nom, cette Penske numéro 2 aux couleurs tricolores, pilotée par Matthew Riley et maintenant poursuivi par la Ligier bleue numéro 26 de Soheya Yari. Alors Penske, ils sont partout et ils vont même être aux 24 heures du Mans cette année en soutien à Porsche. Alors attention parce que Mathieu Chateau a pu repartir apparemment. Ça c'est peut-être la bonne nouvelle. Mathieu Chateau aurait pu reprendre la piste. Oui, avec cette Formule 1 numéro 115, Mathieu Chateau qui va donc pouvoir se relancer à l'assaut du chrono. Malheureusement pour une bonne place dans cette première course des légendes 70-80. C'est peut-être un peu râpé, messieurs. Voilà donc à l'image, nous avions Soheya Yari qui a gagné énormément de championnats. On n'oubliera pas de rappeler qu'il s'est illustré en Formule 3 France, qu'il a commencé par une victoire sur le championnat des Formules Ford 1800 en France également. C'était en 94. Il a bien entendu brillé en GT Open International en 2011. Il a été également le meilleur sur le Mans Series en GT1 en 2007. Et puis on parlait, Igor, non, je voulais rebondir justement sur cette carrière parce qu'il a roulé en sport tourisme français justement. On en parlait avec Eric Hellary, mais lui aussi en faisait partie. En super tourisme français. Super tourisme, il a remporté le championnat en 2002, 2004 et 2005. Donc tu as tout à fait raison. C'est un pilote qui est extrêmement expérimenté, un pilote professionnel qui est d'autant plus sympathique qu'il vient jouer avec nous ici au Castellet. Et là il va jouer avec Matthew Riley et Christophe Dansembourg dans quelques instants. Alors on a une voiture bleue, la voiture évidemment française que l'on connaît bien, la Ligier de 83. On a une Penske de 1975 et face à eux, eh bien on a tout simplement une Williams de 1981. Williams qui a remporté le championnat du monde des constructeurs cette année-là en 81. Et donc ce n'est pas rien évidemment d'avoir ces voitures bien représentées. Sont nombreuses d'ailleurs ces voitures avec Rothman et Jones qui étaient les pilotes à l'époque en 1981 de ces belles Williams que l'on retrouve en première position, en troisième position et également un petit peu plus loin dans le peloton. Voilà, c'est assez rare pour être souligné, mais dans une même course il y a 3 voitures d'une même équipe. Laurent Valéry Masson qui a perdu du temps par rapport à Manfredo Rossi di Montellara et qui effectivement perd le contact maintenant avec l'Italien pour la victoire en Formule 2. Il sera quand même sur le podium, nous l'espérons tous, parce que on a l'occasion de le féliciter pour cette course auquel il a non seulement dans super en tant que pilote, mais qu'il organise en plus, c'est original. Et Igor, on a sur les écrans, on vous le rappelle, que vous pouvez suivre évidemment en étant dans les tribunes, mais aussi sur votre téléphone portable, n'oubliez pas. On voit une petite monoplace, toujours bien emmenée par Philippe Bonny, la numéro 23. Et oui, c'est Trojan, un moteur Cosworth. Très original. Très très belle auto, 1974. Alors là aussi, c'est intéressant de voir la différence de shape des voitures des années 70 et des voitures des années 80. On voit que c'est en véritable un monde. Jean-Pierre Jarier et Arnaud nous le disaient hier à ce micro. En fait, on est confronté à un monde totalement différent et en 10 ans, il y a un tel écart que c'est assez extraordinaire. Et une voiture donc qui date de 1974. Alors évidemment, on voit bien le look qui est complètement différent, avec cette énorme prise d'air derrière le pilote. C'est assez original. Et effectivement, ça montre l'évolution de l'aérodynamique à cette époque-là, puisqu'on utilisait à partir de cette époque eh bien, les souffleries destinées à l'aviation, essentiellement. Je sais que la soufflerie de Nantes, d'ailleurs, une grande école de Nantes, a beaucoup servi pour l'amélioration des carrosseries aérodynamiques, pour trouver les flux idéaux pour améliorer
ce qu'on appelait à l'époque le coefficient de pénétration dans l'air, qui après été entièrement revu. Ça n'était plus du tout cela. C'était les flux qui comptaient sur les flancs et un peu partout. Et ça a complètement changé les performances de ces monoplaces de Formule 1. L'aérodynamisme était devenu quasiment une science à part. Le fameux CX, hein, voilà le coefficient de pénétration. Et cette efficacité aéro qui est plus ou moins bonne pour la voiture notamment de Philippe Bonny. On se rend compte que c'était l'époque des années 70 où on essayait, mais cette grosse prise d'air n'était pas forcément idéale. Et oui, et le principe c'est qu'on avait compris à cette période-là qu'il fallait absolument commencer à appuyer sur les voitures. C'est ce que nous disait Jean-Pierre tout à l'heure. La différence entre les F2 et les F1, c'était surtout cet appui aérodynamique. Et c'est vrai qu'il a fallu tâtonner pour pouvoir arriver à obtenir des voitures qui aient cette capacité non seulement à résister mais surtout à rester collées au sol. Notre ami Eric Alary nous disait hier que comme c'est sa première en Formule 1, il disait qu'il avait été très surpris justement par notamment cet effet de sol, que ça a vraiment, pourtant quelqu'un qui a roulé avec des voitures extrêmement modernes, eh bien il était quand même surpris par la capacité de ces autos. Ah, elles sont magnifiques, hein, ces légendes des années 70-80 avec plus tard, quelques années après 74, les jupes qui vont faire leur apparition et ces fameuses jupes qui vont créer l'effet de sol qui sera ensuite, malheureusement pour les puristes, enlevé parce que les voitures étaient tellement collées qu'en cas de rupture, on va dire, de ce lien entre la piste et l'auto, eh bien il pouvait y avoir des accidents très graves. À noter que du côté de l'écart qui concerne Soyeri et Matthew Wrigley, eh bien on est toujours à 5 dixièmes pour l'instant. L'écart qui est stabilisé alors que Soyeri vient de réaliser un excellent temps. Il a repris quand même encore quelques dixièmes au Britannique. Il n'a pas lâché, il ne lâche pas. Il reste 5 tours. Il espère bien remonter à la 4e position. En tout cas, rien n'est fait. Et puis du côté du Britannique, l'écart n'est pas si important que ça. Il y a que 5 dixièmes avec l'Allemand Dansembourg sur la voiture numéro 37. Donc pour l'instant, rien n'est joué. Et d'autant que le mano à mano devant continue, même s'il y a 2 secondes 7 maintenant et que Cantillon s'est effectivement un petit peu échappé. Quand on voit les temps autour, c'est impressionnant. Un tour en 1:58.133, le meilleur temps pour la voiture numéro 7. Et une 58.6 pour JB Constable. On a donc toujours une pression. Et puis, je vous disais, Dansembourg, il vient de faire un excellent temps. Mais il a raison parce que derrière, ça se rapproche. Et effectivement, et ça se précise également pour certains pilotes. On a aperçu Laurent-Valéry Masson sur les écrans avec Peter Williams dans ses échappements. Et là, eh bien, on va s'intéresser à Marco Coppini et Brian Morris. Voilà les 2 pilotes qui vont donc nous régaler avec Marco Coppini, l'italien, et cette voiture de Hans Stuck. On en parlait tout à l'heure, Igor. Cette voiture mythique, là aussi, des années 70. Et ouais, c'est vrai que quand on la voit, on est vraiment dans un autre monde. C'est une très très belle auto également. C'est vrai que sur cette série, nous avons la chance d'avoir des autos qui pourraient toutes figurer au fond d'une salle noire, d'un musée plein de poussière. Et quand on les voit ici nous régaler pour ce superbe événement, eh bien, ma foi, moi je me régale. C'est vrai que c'est assez impressionnant de retrouver ces autos. Et puis dans leur livret d'époque également, ça c'est vraiment sympa. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en 1976, on avait certes Hans Stuck avec cette voiture orange, cette marche, mais on avait un certain Vittorio Brambilla également. Ah, dommage, Guillaume Roman qui doit renoncer. Problème mécanique, ça fait partie aussi du jeu, de ces compétitions historiques. Et donc, oui, cette voiture orange que l'on a suivie, celle pilotée actuellement par Marco Coppini, eh bien, a été une voiture qui s'est imposée en Formule 1, tout simplement. Pas aux mains de Hans Stuck, mais aux mains de Vittorio Brambilla. Ah oui, arrêt malheureusement de la voiture numéro 3. C'est bien dommage parce qu'elle roulait régulièrement, elle était bien placée, d'ailleurs en 8e position. Oui, tout à fait. Et malheureusement, arrêt de Guillaume Roman avec cette belle Formule 1, la numéro 3, qui effectivement est arrêtée en pleine piste là-bas. Il a réussi à se mettre dans une partie qui ne gêne pas, qui ne va pas obliger effectivement à
Petit problème, non, il va pouvoir continuer la course sans problème. C'est l'avantage effectivement de ce circuit Paul Ricard également géré par les équipes de Stéphane Clerc et puis sous la direction désormais du président Jean Alési évidemment. Eh bien on se rend compte qu'on a plusieurs zones d'échappatoire pour permettre aux commissaires, hommes et femmes, les hommes et femmes en orange, de pouvoir intervenir assez rapidement. Les pilotes sont briefés par la directrice de course, Pauline Scoff également, pour savoir à quels endroits se garer en cas de problème. On espère ne pas avoir de problème, mais si on ne peut pas rejoindre la voie des stands, il faut savoir à quel endroit se mettre, côté gauche, côté droit, plutôt pour faciliter la vie des commissaires. 3 tours avant la fin, 3 tours avant la fin. Les pilotes viennent de passer devant nous pour, dans 3 tours, passer la ligne d'arrivée. Et pour l'instant, eh bien, l'écart s'aggrave entre les hommes de tête, entre la 7 et la 99. Les deux Britanniques, incontestablement, Michael Cantillon réalise des temps toujours une 58 et quelques. Hein. On peut aussi parler, Igor, de cette hiérarchie finalement qui est assez logique. Il y a des Formule 1 qui en 81 étaient plus rapides que d'autres, hein, c'est normal. Et donc ça ne se joue pas que au pilotage dans ces courses historiques. On a aussi évidemment la performance intrinsèque des voitures. La Tyrrell n'a jamais été une voiture qui pouvait vraiment se battre à armes égales avec la Williams. Alors, ok, d'accord. Il y a eu des victoires. Non, ce que je veux dire, si tu veux, c'est que en fait, sur ces courses-là, bien sûr que les voitures, il y avait une hiérarchie dans les voitures, il y avait une hiérarchie dans les pilotes qui étaient à l'époque. Mais je pense en fait, tu vois, c'est le secret, alors. C'est pas le secret. Ben non, c'est pas le secret. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont quand même qui ont une expérience considérable, d'autres qui sont des gentlemen, qui aboutissent à un rêve, parce que tu peux très bien ne pas avoir beaucoup conduit et avoir fait beaucoup de courses, et puis réaliser un rêve en achetant une voiture performante. C'est ce qui fait aussi l'intérêt en fait de ces courses-là, parce que effectivement, si la voiture la plus prestigieuse gagnait à chaque fois, ça n'aurait pas de sens de faire des courses. Justement, le pilotage, là aussi, il est quand même important. Puis il faut savoir les gérer, ces autos-là, quand même, mine de rien. C'est vrai qu'il y a aussi le duo, finalement, c'est le pilote et la voiture. Et je vais même en rajouter un troisième, c'est l'équipe technique, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les voitures qu'il faut régler et bien régler, qu'il faut savoir les régler sur la piste qui les concerne, sur la course qui concerne. C'est un vrai sport. C'est un vrai sport, mais c'est un sport d'équipe. C'est pas seulement la qualité de la voiture ou la qualité du pilote. C'est vraiment cette homogénéité entre les trois, puisque moi je rajoute aussi ça peut être la victoire d'un team. C'est vraiment l'équipe. Et voilà, ce qui me plaît dans ce que tu dis, Igor, justement, c'est qu'en fait, on a l'illustration parfaite sur les images qui sont proposées par la réalisation avec Matthew Riley, qui a une voiture qui ne peut pas normalement se battre avec celle de Christophe Dansembourg. C'est impossible. Parce qu'il y a 6 ans d'écart entre les deux voitures, et pourtant, eh bien, il est là. C'est des siècles. 6 ans en Formule 1, c'est des siècles. C'est une évolution technologique importante. Regarde, tu vois, il s'écarte un peu. Parce qu'il a la radio, il est branché sur le circuit Paul Ricard, là, il nous entend. Ça doit être ça. Matthew Riley dans la voiture numéro 2 face au Belge Christophe Dansembourg. C'est pour le podium que ça se joue, mesdames et messieurs. C'est vraiment très oui, parce qu'ils sont pas loin l'un de l'autre, ils tournent exactement dans les mêmes chronos. Un petit dixième pour l'un, un petit dixième pour l'autre. Ça va se jouer à très peu de choses. Attention à un CP Kingsmoke pour la 99, c'est la voiture qui est en deuxième position. Attention à bien observer cette voiture. Alors ça, il pourrait avoir quelques petites fumées. Voilà, on va préciser qu'on a des messages de la direction de course qui surveillent et qui scrutent évidemment. Le mal de ces véhicules finalement historiques, c'est aussi peut-être parfois de relâcher un petit peu de liquide, de fluide, et on n'a pas envie de ça à la direction de course, donc on avertit tout de suite les équipes et les pilotes en cas de problème. Et donc là, a priori, il y aurait une fumée qui s'échapperait pour l'instant de la Tyrrell numéro 99 qui continue sa marche en avant. Entre les commissaires et les caméras, eh bien, ça permet effectivement de surveiller. Et si une petite fuite n'est pas survenue, en tout cas, c'est l'alerte était sur la 99. C'est important parce qu'effectivement, ils se suivent depuis un bon moment. On observe la voiture de tête, là, la voiture numéro 7. On va avoir en gros plan tout à l'heure la voiture 99 qui est juste derrière. Apparemment, tiens, on a doublé une voiture qui est au ralenti. Ouais, on a doublé une voiture qui est au ralenti. Ah non, c'est malheureusement, elle n'est pas au ralenti. Il s'est peut-être écarté. Il s'est écarté, effectivement. Il s'est écarté. Et par rapport à Michael Cantillon, il est au ralenti. Il y avait tellement d'écart en vitesse qu'on avait l'impression qu'il était au ralenti. Absolument. Il faut dire qu'il était dans une courbe, il s'est bien mis à droite pour ne pas gêner ses petits camarades de jeu. Et effectivement, pendant ce temps-là, les deux hommes de tête continuent de s'expliquer.
Mais apparemment, bon, pas de... Non. Non, Pas non, de pas problème. de problème Pas de particulier. On est déjà dans le dernier tour, messieurs. Ça passe vite. 11 tours. Ces légendes des années 70-80, Formule 1, Formule 2, avec pour l'instant un doublé britannique et un pilote belge qui fait de la résistance et qui empêche pour l'instant le triplé des sujets de majesté. Vraiment, c'est pour l'instant une belle course de la part de Cantillon et Constable. Alors on espère, les amis, que dans les années à venir, nos amis les Anglais vont pouvoir retrouver la route des circuits européens, j'ai envie de dire. On a un vrai problème avec la douane, parlons peu, parlons bien, et la problématique c'est que toutes les gens qui font le show habituellement, alors qu'on va voir le drapeau à damier, le voici, tac, voilà. sur Michael Cantillon, l'anglais. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de problèmes pour venir nous rejoindre, venir jouer avec nous avec leurs autos. C'est très compliqué. J'espère que dans les années à venir... On attend la troisième position là, parce que est-ce que c'est bien la 37 qui va passer? Attention, dans quelques instants, on va le savoir. Et finalement, Igor, ils font de la résistance sur ces plateaux de légende, ces pilotes britanniques. C'est un petit peu le seul plateau qui est protégé. Absolument, et j'espère de tout cœur qu'ils vont pouvoir revenir jouer avec nous rapidement. Parce que c'est vrai que le spectacle n'en sera que plus beau. Les Anglais sont de plus en plus nombreux à avoir acheté des autos pour rouler avec. C'est important de dire au public que tous les pilotes rentrent derrière. Les voitures sont au pack fermé juste derrière, à côté du podium. Exactement. Donc passez de l'autre côté de la piste si vous êtes dans les tribunes. Vous pourrez voir toutes ces voitures de très très près, faire des photos, etc. Et rencontrer également les pilotes. Il y aura le podium dans quelques instants. Avec, eh bien, 3 God Save the King.